Table ronde, rencontre Ever 2021. Quelle technologie, quelle politique, quelle formule adopter? Quelle coordination mettre en place dans les territoires? Modéré par Jacques Buchet. Bonjour, donc sans transition, j'attaque. Oui, toute petite transition, on va parler un petit peu de technologie et donc de coordination à mettre en place dans les territoires. Donc effectivement, il y a différents intervenants donc, que seront GRDF. Donc Philippe Adam ici présent, le président de la FIREF qui sera en distanciel, Franck Cazenave si on arrive à le joindre, également distanciel, et donc une expérimentation à Monaco sur le déplacement en partage, Mobi Monaco, qui a changé de main dernièrement et qui apporte un service donc, qui se décline de façon un peu différente de ce qui a été évoqué dans les territoires français jusqu'à présent. Voilà, la parole est à vous. Merci. Donc la commande qui m'était passée en fait aujourd'hui pour vous présenter un certain nombre de choses relatives à un grand industriel comme le groupe ABB, c'était de voir comment nous pouvons aujourd'hui concilier développement économique et réduction de l'empreinte carbone. Donc je vais essayer à travers ma présentation de vous faire partager quelques éléments de référence et comment un groupe, encore une fois, comme ABB appréhende le sujet. Peut-être juste en préambule, parce que vous ne connaissez peut-être tout simplement pas le groupe ABB, remettre quelques éléments de contexte sur cette société. Donc c'est une société helvético-suédoise qui aujourd'hui emploie un peu plus de 100 000 collaboratrices et collaborateurs, regroupe qui sont répartis sur une centaine de pays dans le monde, pour un chiffre d'affaires d'environ 26 milliards de dollars l'année dernière. Le positionnement du groupe ABB est d'appuyer ses différents clients. Alors quand je dis ces différents clients, on les regroupe souvent en trois grandes catégories. Vous avez les industriels, avec toutes les activités confondues qu'on peut imaginer avec des industriels, les utilités, plus particulièrement les utilités qui produisent et distribuent et commercialisent de l'électricité, et puis également les différentes sociétés au sens très large du terme de transport, que ce soit sur du ferroviaire, de la marine, du fluvial ou du transport, je dirais, routier au sens véhicule, camion, etc. Et donc l'enjeu, notre positionnement, c'est d'aider ces différents clients à optimiser leurs différents process industriels, leur faire gagner en productivité, tout ça dans effectivement une perspective de développement durable qui, comme le précédent interlocuteur l'évoquait, où la transition énergétique aujourd'hui est bien en route. Et donc ça s'inscrit bien dans un schéma de durabilité. Donc aussi quelques informations pour vous dire que c'est une société qui existe depuis un peu plus de 130 ans aujourd'hui, qui est née au 19e siècle et qui a vécu et accompagné toutes les grandes révolutions industrielles qu'on a connues ces derniers siècles. Donc ça a commencé au 19e siècle avec la création des premiers moteurs électriques. Ça fait partie de l'ADN du groupe ABB aujourd'hui. Ça a continué avec la deuxième révolution industrielle, toujours au 19e siècle, où là c'est la motorisation qui est rentrée dans les grandes industries, et puis la partie électrification de ces sociétés. Puis la troisième révolution industrielle, c'est ce qu'on a vécu au siècle dernier, avec plutôt des systèmes d'automatisation et de robots, pour gagner en productivité et avoir un certain nombre de tâches automatisées. Et puis la dernière révolution industrielle que l'on vit au XXIe siècle, c'est l'avènement de la digitalisation dans un certain nombre de process. Et aujourd'hui, c'est, je dirais, le regroupement d'un côté de l'électricité et puis de l'autre côté du digital, de la donnée, et qu'on mélange tout ça et qu'on regarde en fait aujourd'hui comment on peut faire pour aller encore plus loin et optimiser un certain nombre de systèmes. Et pour vous donner quelques idées au niveau des produits, donc en 4 grandes catégories, vous avez la première catégorie qui concerne tout ce qui est basse et moyenne tension. Donc ça part depuis l'interrupteur électrique que vous allez trouver chez vous pour allumer l'électricité, le courant, et puis avec des systèmes de domotique, etc., etc. Et puis après, sur ces mêmes fonctionnalités, eh bien, vous allez retrouver ça dans des centrales nucléaires, des centrales hydrauliques, du photovoltaïque, de l'éolien, avec encore une fois les mêmes fonctionnalités, mais comme vous pouvez l'imaginer, avec des systèmes un petit peu plus perfectionnés et un petit peu plus gros pour pouvoir réaliser des coupures électriques ou assurer en fait la transmission d'électricité. La deuxième grosse activité concerne les moteurs. Aujourd'hui, je crois qu'on a la gamme la plus étendue dans le monde, avec des moteurs que vous allez retrouver aussi chez vous et des moteurs que l'on va retrouver au niveau de motrices
sur des trains par exemple, ou d'autres utilisations dans des centrales de production d'électricité. La troisième composante est intéressante aussi puisque ça s'appelle Process Automation, et là c'est carrément une structure d'ingénierie interne au sein du groupe ABB. Et là, pour le coup, on va vraiment travailler avec nos clients sur leurs process industriels pour mieux les comprendre et voir avec eux comment on peut les aider à améliorer ou passer certains problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Et dans ce cadre-là, cette activité d'ingénierie va aller se sourcer dans la banque d'organes des différents produits et systèmes logiciels que l'on peut retrouver au sein du groupe ABB. Ils vont agréger tout ça. Et ensuite, ils vont pouvoir fournir une solution packagée pour le client final. On a en particulier dans ces activités-là ce qu'on appelle des SCADA ou des EMS, des Energy Management Systems, qui vont vous permettre, par exemple, de gérer un réseau électrique comme celui d'Enedis ou d'autres utilités que l'on peut retrouver dans le monde. Voilà, et puis je terminerai juste par la partie développement durable parce qu'on a publié les résultats il y a quelques semaines maintenant au niveau du groupe ABB. L'engagement du groupe ABB sur tout ce qui est développement durable ne date pas d'hier, puisqu'il y a déjà une dizaine d'années, le groupe s'était engagé, c'est pour ça que j'appréciais l'intervention qui était faite tout à l'heure. Le groupe était déjà engagé depuis plus d'une dizaine d'années, alors qu'il était plutôt centré sur son propre fonctionnement pour essayer de recycler, d'utiliser de l'électricité un petit peu plus verte, etc. etc. Et donc aujourd'hui, ABB relance la deuxième vague, la deuxième dizaine pour les 10 ans qui arrivent, relance une vague d'objectifs. Et là, pour le coup, il a étendu un petit peu ses actions, puisque non seulement il continue à se concentrer un petit peu sur ses activités internes, mais il élargit aussi le scope en travaillant avec à la fois sur l'aval et l'amont, c'est-à-dire à la fois avec ses clients et ses fournisseurs, pour essayer d'avoir une chaîne vertueuse complète en termes de développement durable et d'essayer d'embarquer le plus possible de parties prenantes dans la partie développement durable. Et ça passe par 3 grands axes: réduire effectivement l'empreinte carbone, travailler sur les ressources naturelles avec zéro déchet, recyclage, etc., etc. Et puis progrès social, au sens intégrer beaucoup plus de mixité et de plus travailler en fait sur la personne au sein des structures. Voilà très brièvement pour le groupe ABB. Et maintenant, si je rentre un petit peu plus dans le détail en fait de la question qui était posée par Jacques, à savoir comment concilier aujourd'hui développement économique et puis réduction de l'empreinte carbone. J'ai souhaité axer ce premier exemple sur l'industrie, parce qu'aujourd'hui l'industrie peut être considérée quand même comme l'un des poumons importants du développement économique. Sans industrie, ça va être difficile de pouvoir prétendre à du développement économique, et tout en réduisant en fait son empreinte carbone. Et aujourd'hui, le challenge en fait, c'est d'arriver à trouver un équilibre pour développer une industrie qui soit à la fois plus durable, plus performante et plus flexible. Donc quand j'évoque la notion de durabilité, c'est de travailler en fait avec les industriels sur une plus grande efficacité énergétique, c'est-à-dire réaliser plus avec moins d'énergie concrètement, c'est-à-dire de pouvoir diminuer la facture énergétique, la facture d'électricité, mais ça peut concerner aussi d'autres énergies, et puis avec la possibilité de produire tout autant ou plus. Donc ça, c'est le premier point qui est très important. C'est aussi une industrie plus durable au sens des normes. Vous savez qu'il y a de plus en plus de normes, je pense que vous l'avez vu dans des présentations précédentes, qui régissent aujourd'hui ce développement de la transition énergétique. Et aujourd'hui, c'est important que ces industries puissent complètement s'inscrire dans ces différentes normes. Et ensuite, ça passe par la décarbonation des process industriels, décarbonation en réduisant autant que faire se peut l'usage aux énergies fossiles et en privilégiant d'autres énergies, je dirais, un petit peu plus vertueuses. Donc ça passe par effectivement l'électricité. Et en France, c'est vrai que après, on peut avoir le jugement que l'on souhaite sur la partie nucléaire, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en France, l'électricité est quand même fortement décarbonée, avec peu d'émissions de gaz à effet de serre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la plupart des industries, faire appel en fait à l'électricité pour un certain nombre de process contribue à la décarbonation. Mais quand je parle de décarbonation, ça peut être aussi complètement d'intégrer des aspects d'hydrogène aujourd'hui au niveau de l'industrie. Alors, encore une fois, autant que faire se peut, d'hydrogène vert et pas d'hydrogène gris, pour effectivement avoir une industrie qui affiche une durabilité plus importante. Au niveau de la performance, quand j'évoque la notion d'être une industrie plus performante, c'est également travailler sur ces gains de productivité qui
qui passe par une automatisation. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme je l'évoquais tout à l'heure, au niveau des révolutions industrielles, c'est en route aujourd'hui dans un certain nombre dans la plupart des industries que l'on peut connaître, que ce soit l'industrie pharmaceutique, mais sur l'automobile et sur plein d'autres types d'industries où effectivement, en travaillant sur l'automatisation des process, sur de la robotique, on va pouvoir améliorer les gains de productivité. Ce qui peut être aussi très intéressant au niveau de la performance, c'est d'utiliser les données que l'on peut avoir à travers des capteurs que l'on peut positionner au niveau des différents process ou des différents organes que l'on va retrouver dans l'industrie et commencer à travailler sur des notions de prédictivité grâce aussi à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que mieux vaut prévenir que guérir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans un certain nombre d'industries, on outille en fait ces différentes industries de manière à faire en sorte que quand il y a un risque de casse sur un moteur, au lieu d'arriver au constat final de la casse sur le moteur, eh bien on aura eu un certain nombre d'alertes au préalable, des alertes très sensibles, mais qui vont nous permettre de détecter qu'il y a quelque chose a priori qui ne va pas très très bien sur le moteur ou tel système, qui vont nous envoyer des signaux faibles et qui vont dire là il faut faire une intervention en amont, sinon on risque d'aller à la casse et là d'immobiliser une chaîne de production par exemple. Donc ça on est vraiment rentré dans l'ère du prédictif. Et aujourd'hui, on est vraiment sur des opérations de maintenance prédictive qui améliorent les rendements ensuite au niveau des chaînes globales de production. Et puis plus flexible, et ça pourra faire la transition sur un deuxième point que l'on souhaitait évoquer avec Jacques, plus flexible au sens où, même à titre personnel, aujourd'hui, même si on sait qu'on n'est pas un client unique, on a envie de plus de personnalisation et d'avoir le produit qui correspond exactement à nos attentes. Eh bien aujourd'hui, avec l'industrie et même certaines industries plus lourdes, les clients sont comme ça. C'est-à-dire que malgré le canevas global qui peut exister, ils vont réclamer des produits qui soient beaucoup plus adaptés que le produit standard en fait par rapport à leurs attentes et ils vont le vouloir plus vite que d'habitude. Donc le challenge de l'industrie, c'est effectivement de pouvoir avoir des chaînes aujourd'hui beaucoup plus flexibles et de pouvoir personnaliser les différents produits et ceci pour répondre en fait à des attentes clients qui demandent ces produits de plus en plus rapidement. Donc voilà pour... En conclusion sur cet aspect-là, c'est qu'on voit à travers ces différents exemples qu'effectivement aujourd'hui, on peut très bien continuer à développer cette économie à travers une industrie plus performante, tout en réduisant en fait l'empreinte carbone par les différents exemples que j'ai pu vous donner. Et maintenant, pour les deux points suivants, je souhaitais faire un focus sur la mobilité électrique, puisque on est quand même au Salon Ever, et je voulais partager avec vous quelques exemples qui montrent comment aujourd'hui on arrive à s'adapter aux attentes clients sur plus de mobilité et également intégrer la durabilité dans la mobilité, et puis vous faire part aussi de quelques exemples sur les infrastructures, ce que j'appelle infrastructures, c'est-à-dire les bâtiments, pour vous montrer également les développements que l'on peut faire aujourd'hui. Donc sur la partie mobilité durable, 3 points qui sont vraiment à prendre en considération aujourd'hui. C'est tout d'abord concilier le caractère durable et les exigences croissantes des mobilités. Alors je suis conscient que quand je suis en train de vous dire ça, depuis un an, on n'a pas forcément complètement été en phase avec ce caractère, mais si on se replace un peu plus d'un an en arrière, comme vous le savez, il y a aujourd'hui tout ce qui est mobilité, ça s'est énormément développé, les gens ont envie de voyager, voyagent de plus en plus, c'est de plus en plus facile, sauf qu'aujourd'hui on arrive quand même à un constat qu'avec tout ce qui est la prise de conscience sur le développement durable, ça ne pourra plus quand même se faire complètement comme avant. Et donc aujourd'hui, il va falloir arriver à concilier l'augmentation des flux et des déplacements avec des faibles émissions de gaz à effet de serre. Et l'exemple que je peux vous donner, c'est un exemple d'ailleurs qui n'est pas très loin, qui est du côté de Nice, en fait, avec des navettes de l'aéroport de Nice qui sont alimentées au dépôt avec des systèmes de recharge pour des bus électriques. Donc aujourd'hui, il est tout à fait possible d'utiliser des bus électriques pour transporter en fait les passagers. On a aussi beaucoup d'autres exemples avec un certain nombre de collectivités où petit à petit en fait on électrifie les lignes de bus. Et quand je dis on électrifie les lignes de bus, on n'est pas là en train de construire un réseau électrique style ferroviaire pour avoir des bus qui ressemblent à des trains sur des roues, mais on a bien des systèmes qui permettent soit de recharger les batteries des bus quand ils arrivent au dépôt, soit de recharger les bus quand ils arrivent en bout de ligne
qui sont arrivés en bout de ligne et qui vont repartir ensuite dans leur trajet inverse. En bout de ligne, on met des chargeurs assez puissants qui peuvent atteindre 600 kW aujourd'hui, donc qui sont les systèmes d'injection les plus forts que l'on peut retrouver aujourd'hui sur le marché, et qui vont redonner en fait de l'autonomie aux batteries, et le bus va pouvoir repartir sur sa ligne et refaire le schéma, le trajet inverse, et aller jusqu'au point d'arrivée de l'autre côté, recharger et repartir, etc. Et puis on a également d'autres systèmes qui vous permettent de recharger les bus à différents points du trajet du bus avec des systèmes de caténaires qui vont se monter à un certain moment où on va injecter de l'électricité pendant un moment. Ça va avoir juste le temps de recharger les batteries et le bus va continuer son trajet. Lever les freins de la mobilité individuelle électrique, c'est ce que j'appelle le passage à l'échelle. On en parlait à table tout à l'heure avec d'autres personnes qui interviennent aujourd'hui. Et c'est vrai que c'était de se dire aujourd'hui, il faut qu'on arrive à lever par rapport aux attentes clients pour ce passage en fait à l'acte de basculer sur un véhicule électrique. C'est de se dire, si je bascule sur un véhicule électrique, je ne veux pas me retrouver à court d'électricité en plein milieu de nulle part, alors qu'aujourd'hui on retrouve des stations-service un petit peu partout en France, et que quand on a un véhicule à moteur thermique, aujourd'hui on n'est plus du tout stressé de partir parce qu'on sait de toute façon qu'on retrouvera une station-service à peu près partout au bon moment. Aujourd'hui, avec un véhicule électrique, même si ça commence à se densifier, et on y travaille, c'est pas encore complètement le cas. Et puis, il faut aussi que sur la partie des véhicules, l'autonomie des véhicules avec leur batterie électrique puisse offrir en fait un kilométrage de plus en plus important pour qu'on réduise cet effet un peu négatif vis-à-vis des clients. Donc ça, c'est un travail qui est très important. Je cite le partenariat aujourd'hui avec Ionity. Je pense que vous avez dû aussi en entendre parler. C'est une association en fait où on retrouve la plupart des grands constructeurs automobiles, alors à l'origine plutôt allemands, mais aujourd'hui on retrouve Hyundai et d'autres constructeurs automobiles qui ont décidé de se regrouper pour justement densifier le réseau de charge rapide pour les véhicules électriques, puisqu'après c'est un peu le chat qui se mord la queue, développement des véhicules électriques avec des bornes de recharge pour véhicules électriques, etc. Tout ça, ça se développe concomitamment. Et puis ensuite, préserver la qualité de vie, c'est le confort, c'est limiter les nuisances. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le transport, aussi pas très loin, quand on est du côté de Marseille ou à côté d'autres grands ports, c'est la population qui le dit, les gros paquebots avec des grosses fumées quand les bateaux sont à quai, c'est pas très vertueux, c'est pas des transitions énergétiques, c'est généralement des immeubles flottants qui sont alimentés à partir souvent de groupes électrogènes, donc ça c'est pas très très bon pour la planète. Et aujourd'hui l'idée c'est effectivement de pouvoir développer des systèmes beaucoup plus vertueux, à la fois sur des systèmes de propulsion, même pour les paquebots qui sont des systèmes électriques, de propulsion électrique. Et également, quand ces paquebots arrivent, je cite l'exemple de la Corsica Linea qu'on a alimenté et installé depuis quelques années, c'est aujourd'hui des paquebots, quand ils vont se stationner à quai, vont être alimentés avec des systèmes mais qui ne font pas du tout appel à des groupes électrogènes, c'est des systèmes électriques qui vont pouvoir les alimenter. Jacques, tu me dis si je suis trop long. Comment ? Ils ont donc 2 systèmes de propulsion. En fait, non, il y a bien un système de propulsion, c'est ce qu'on appelle Azipod en fait dans la gamme, c'est un système qui intègre même la partie hélice. Et donc ça va être alimenté par un moteur électrique. Et après le moteur électrique, alors c'est vrai qu'il y a différentes phases, mais aujourd'hui il y a encore un certain nombre de paquebots qui, pour alimenter le moteur électrique, vont utiliser du fuel, mais petit à petit on progresse et on est capable aujourd'hui pour certains bateaux de proposer une chaîne électrifiée de A à Z tout à fait. Et pour répondre à ta question, après quand le bateau arrive à quai, il va être alimenté par un système qui est à quai et qui va permettre en fait de connecter le bateau. Pourquoi ABB est pas mal pionnier sur le sujet, c'est que je vous ai dit que c'était une société helvético-suédoise et la partie nord de l'Europe est très avancée sur les bateaux et la recharge des bateaux à quai. Donc voilà. En 2 minutes, je termine sur la partie infrastructure. Donc au niveau des bâtiments, pareil, ce que je voulais indiquer, c'est comment aujourd'hui la donnée peut améliorer en fait l'utilisation des bâtiments et comment on peut toujours, tout en répondant en fait aux attentes des consommateurs et puis des usagers, comment on peut arriver à concilier leurs attentes avec des besoins énergétiques de plus en plus importants pour satisfaire des besoins de plus en plus importants, tout en préservant effectivement les gaz à effet de serre et donc les rejets de CO2.
Et donc l'exemple, à mon avis, du bâtiment est très intéressant parce que, comme vous le savez, les bâtiments, les fameuses passoires énergétiques, font partie des secteurs qui sont aujourd'hui qui rejettent le plus de CO2. Et donc c'est vrai que ce sont des points sur lesquels il faut vraiment travailler aujourd'hui. Et il y a beaucoup d'innovations qui sont faites sur les bâtiments. C'est-à-dire qu'on peut penser qu'aujourd'hui les bâtiments sont des bâtiments assez passifs, mais en fait ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Les nouveaux bâtiments en particulier qui sont construits sont des bâtiments qui deviennent même actifs. Surtout quand vous prenez la structure du bâtiment, que vous rajoutez des panneaux photovoltaïques en toiture, vous allez donc pouvoir utiliser ces panneaux pour faire ce qu'on appelle de l'autoconsommation. Vous allez donc pouvoir alimenter aussi, vous allez passer d'un bâtiment passif à un bâtiment actif, grosso modo, puisqu'il va être acteur de son propre fonctionnement, puisqu'il va être source de production d'électricité avec les panneaux solaires par exemple. Et puis si vous associez à cela des bornes de recharge pour véhicules électriques, puisque dans ces bâtiments il y a des usagers qui vont venir de plus en plus avec des véhicules électriques, vous pouvez très bien utiliser des bornes de recharge pour véhicules électriques qui sont des bornes que l'on appelle bidirectionnelles, qui sont ce qu'on appelle la technologie véhicule to grid. Et dans ce cas-là, en fait, les voitures qui vont... Parce que vous savez qu'en règle générale, dans 80% du temps, votre véhicule est en station. Vous n'utilisez pas votre véhicule, donc il est arrêté quelque part dans plus de 80% du temps, de son temps. Et donc, dans ces cas-là, la batterie du véhicule qui va être connectée sur cette borne de recharge va à la fois pouvoir se recharger à un moment, mais va également pouvoir constituer une réserve d'électricité, dans ce cas-là, par exemple, pour le bâtiment. Et aussi pourquoi pas, le réseau électrique, en France, le réseau électrique d'Enedis, pour éviter à Enedis de devoir gérer trop de pics à certains moments de consommation et donc utiliser ce système où votre véhicule électrique, avec la batterie de votre véhicule électrique, va être également une partie prenante du réseau électrique ou de votre bâtiment pour pouvoir à certains moments alimenter aussi et contribuer à l'alimentation du bâtiment. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement aujourd'hui on passe sur des technologies qui sont très innovantes et très intéressantes, qui permettent de continuer à vivre, je dirais, normalement, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de frugalité énergétique, et c'est vrai que quand on aborde en fait cette notion, on a l'impression qu'on va devoir réduire un peu certaines de nos habitudes, etc. Donc je ne suis pas là en train de dire qu'il faut continuer à gaspiller, bien au contraire, mais ce que je veux faire passer comme message, c'est qu'aujourd'hui, en visant effectivement une certaine frugalité sur l'aspect énergétique, on est capable de continuer à produire, à continuer à se développer, tout en préservant en fait la planète et en utilisant des systèmes qui vont permettre de continuer à consommer de l'électricité, mais de façon un peu plus vertueuse que par le passé. Voilà, je ne veux pas être plus long et j'ai aucune idée du temps, donc voilà. Parfait, je pense que c'est une bonne conclusion et c'est ce que l'on attend effectivement des propositions de fabricants tels qu'ABB. Est-ce qu'il y a effectivement, est-ce qu'il y a une question dans la salle? Alors c'est vrai qu'il y a encore un petit peu de mouvement. Donc j'ai compris qu'il fallait se dépêcher pour faire les interventions parce qu'on n'était pas sûr de rester trop longtemps au pupitre. Alors donc exact, c'est très très compliqué aujourd'hui, je dois vous avouer. Donc en tout cas, je vais vous applaudir. Merci beaucoup. Merci. Merci Monsieur Adam. Je vais appeler tout de suite Monsieur Carlioz. Plein écran. La parole est à vous. Je remercie bien sûr Monsieur Adam. On n'a pas eu le temps effectivement d'échanger, mais je pense que vous avez dit tout à fait l'essentiel. Donc et on a eu également une intervention sur la partie déplacement collectif, donc les bus électriques de nouvelle génération, qui ont bien illustré le propos que vous avez évoqué tout à l'heure. Et je pense qu'effectivement, à travers les différents exemples, vous avez montré ces évolutions technologiques qui permettent d'envisager une mobilité beaucoup plus propre, tout en gardant de la performance. J'ai pas de retour. Vous n'avez pas de retour? Enfin, en tout cas, vous n'en avez pas.
Monsieur Carlioz, la parole est à vous. Présentez-vous. Bonjour à tous, donc Xavier Carlioz, ingénieur affaires aménagement chez GRDF. Donc j'accompagne les différents acteurs dont on vient de parler, donc les collectivités, les industriels et surtout les acteurs de la construction plutôt résidentielle sur les territoires des Alpes-Maritimes et du Var. Même commande que ABB, quel rôle de GRDF pour accompagner les territoires dans la transition énergétique avec en appui les technologies. Donc, avant d'essayer de répondre à la question, un petit rappel sur ce qu'est GRDF et ce que n'est pas GRDF. Donc GRDF est le concessionnaire des réseaux de distribution de gaz. Donc on a ces 5 missions que vous voyez au tableau en tête. On a donc une mission d'intérêt général sur des réseaux qui appartiennent aux collectivités. Donc on est uniquement l'exploitant de ces réseaux-là, qui alimentent à peu près 70% de la population en France, principalement les territoires urbanisés. Ce que l'on n'est pas, donc, on n'est pas producteur d'énergie. On n'est pas non plus développeur de sites, de stations de GNV, même si on va essayer d'en faciliter le développement. On n'est pas fournisseur d'énergie, on est une filiale d'Engie, mais on doit rendre des comptes à la Commission de régulation de l'énergie par rapport à la neutralité qu'on va avoir vis-à-vis des différents fournisseurs d'énergie. On n'est pas non plus exploitant de chaufferie ou de différents systèmes, donc on ne va pas être éligible au C2E. Par contre, sur ces différents points, on va essayer d'être facilitateur vis-à-vis des différents consommateurs, puisqu'on a une expertise que les collectivités ou que les différents territoires n'ont pas forcément. Donc c'est des éléments, des expertises qu'on va pouvoir apporter sur la partie production d'énergie, sur la partie distribution et sur la partie système. On est sur le salon Ever, je ne vais pas vous parler des solutions de bio-GNV, GNV, parce que je ne crois pas que ce soit l'objet, même si c'est des solutions pour la transition énergétique, même si c'est très complémentaire aux solutions de mobilité électrique, puisqu'il y a des usages différents. J'y reviendrai si vous avez des questions. Ce dont je vais vous parler, c'est surtout de la partie bâtiment. Donc, de quelle manière les solutions gaz peuvent apporter, et surtout de quelle manière GRDF peut accompagner les territoires dans la transition énergétique. On va rejoindre les éléments dont parlait ABB juste avant. C'est à la fois sur la gestion des données, par le pilotage, par la meilleure compréhension de ces usages, l'amélioration des systèmes, de leur rendement, et puis l'apport d'innovation sur l'ensemble de la chaîne, donc la distribution, la production en aval réseau, et puis la production en amont des réseaux. Donc, forcément, le sujet pour GRDF, c'est les gaz verts, j'y reviendrai juste après. Il y a également de l'innovation sur l'ensemble de la chaîne, donc sur la mesure, sur la flexibilité. Vous le savez, l'avantage du réseau gaz, c'est qu'il n'a pas de problème de tension, il n'a pas de problème d'équilibre, puisque l'équilibre se fait à la journée. Il peut même servir de stockage sur une journée, puisqu'on peut facilement anticiper les consommations de la même manière que l'électricité, mais avec moins de finesse sur les besoins de l'équilibre. Donc c'est beaucoup plus simple, entre guillemets, à maintenir. Mais voilà, il y a de l'innovation sur tout ce qui est rebours, sur tout ce qui est mesure, tout ce qui est production. Et puis sur le gaz vert, j'y reviendrai après. Et donc à ce titre, GRDF peut solliciter différentes entreprises, que ce soit des gros industriels ou des plus petites startups, pour les solliciter sur les différentes briques et les différents besoins que l'on peut avoir. Là, en l'occurrence, je vais surtout vous parler des expertises que GRDF peut apporter pour développer les systèmes. Donc, sur la partie production, finalement, alors, on en parlait de nouveau à table, on ne sait pas quelles seront les solutions techniques qui arriveront demain. A priori, ce n'est pas sur la production que l'enjeu innovation se trouve chez GRDF, puisqu'on a déjà des solutions qui ont des rendements très élevés, qui existent, qui répondent aux différents besoins et aux différents marchés, aux différents besoins de chaud, de chaud froid, d'eau chaude, de process, de production d'électricité, et avec des rendements qui sont déjà maîtrisés, avec des systèmes qui ont l'avantage de répondre à des principes dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, que ce soit de résilience, de systèmes low-tech, de réversibilité, qui rentrent donc dans un principe d'économie de la fonctionnalité qui a du sens par rapport aux attentes que l'on peut entendre, peut-être plutôt des citoyens et des collectivités également. Donc finalement, sur cette partie production d'énergie en aval réseau, les solutions, elles existent déjà, elles sont déjà pérennes et elles sont
en ce sens assez apprécié par les différentes briques. Alors j'entends notamment pour la partie logement social, où on va avoir des maîtres d'ouvrage qui vont penser en coût global et qui vont être intéressés par le fait d'avoir une solution qui va, sur la durabilité, être simple à l'entretien et qui va coûter beaucoup moins cher que d'autres solutions et éviter les mauvaises surprises. Ça, c'est sur la partie système. Sur la partie production, je vous ai parlé de gaz vert. Ouais. Bon, peu importe. C'était pas cette version, mais peu importe. Alors, le gaz vert, qu'est-ce que c'est ? Le gaz vert, il a trois solutions technologiques pour le permettre, mais pour faire court, le gaz vert, c'est le principe de dire qu'on va valoriser des déchets dans un principe d'économie de circularité qui vont être valorisés en énergie, un principe de méthanisation, pour être réinjectés dans le réseau de gaz qui, encore une fois, existe déjà, est déjà amorti, appartient à la collectivité. Autrement dit, une gêne passée va devenir une ressource pour les territoires, avec trois technologies rapides, avec des maturités technologiques différentes, qui, d'après un scénario ADEME de 2018, nous permettront d'atteindre en 2050 un objectif de 100% de gaz vert dans les réseaux. Donc, en deux mots, aujourd'hui, on en est à peu près 3 TWh dans les réseaux. Il faut vous dire qu'on avait pratiquement 0 injection en 2016. Donc c'est une technologie qui n'est pas récente, mais qui est émergente au niveau de son développement et de son développement économique, oui. En 2019, on avait quelques sites. Fin 2019, on en avait une centaine. Et aujourd'hui, on en a 230 sites qui injectent dans les réseaux. La programmation pluriannuelle de l'énergie a pour ambition d'avoir 10% de gaz vert à 2030. GRDF a, en demande d'injection et en projet, plus de 1000 projets déjà identifiés, ce qui représente 30% de gaz vert par rapport à l'existant. Autrement dit, le potentiel de production de gaz vert est très conséquent, c'est une bonne nouvelle. Encore une fois, GRDF, on n'est pas producteur d'énergie, on a une mission d'intérêt général. On est rémunéré en fonction des molécules qui passent dans le réseau, qu'ils soient naturelles, importées ou verts. Cela dit, on a tout intérêt, dans cette mission d'intérêt général, à encourager et à faciliter la production d'une part et la consommation de gaz vert d'autre part. Donc en ce sens, on a déjà des dispositifs qui existent. La première technologie qui permet de valoriser des déchets organiques, c'est la méthanisation. Je pense que c'est un principe que vous connaissez déjà. Sur la région PACA, la principale source de production, c'est plutôt les stations d'épuration, dont les boues vont pouvoir être valorisées dans un digestat et donc être réduits de 40% de leur volume. Donc on a une première résolution de problème, c'est la gestion de ces déchets. Et puis on va avoir, à partir de ça, la production d'énergie. Donc la station d'épuration de Cannes-sur-Mer, la plus proche d'ici, va produire l'équivalent de 5500 logements en chauffage. Voilà. Et donc autant de boues qui ne vont pas être envoyées à Marseille ou en Italie, donc autant de camions évités, etc., et de déchets évités. Ça, c'est la première technologie, avec ce potentiel de 140 TWh qui a été estimé en 2018. Ça, c'est les chiffres ADEME. GRDF a des chiffres un peu plus ambitieux, mais bon. Voilà. La deuxième technologie, la pyrogazéification. On a déjà des démonstrateurs. Donc, la première est déjà mature. La deuxième, on en est plutôt à la phase de R&D. La pyrogazéification, comme son nom l'indique, on va monter à haute température des déchets pour produire du gaz. C'était le principe du gaz de ville avec le charbon historiquement. Là, on va utiliser des bois B, donc des bois de déchets, ou des combustibles solides de récupération, donc tous les déchets non recyclables, que de la même manière, on va monter à haute température et on va pouvoir produire du gaz. Donc là, c'est le potentiel français le plus important, qui se rajoute donc à celui de la méthanisation. Alors bon, petit récapitulatif, on va gazéifier ces déchets, on va avoir la production d'H2 et de CH4, on va l'épurer, et ensuite on va pouvoir, relativement simplement, le modèle économique il est encore à maturer, mais on va pouvoir ensuite l'injecter dans le réseau. Il y a encore une fois des projets un peu qui commencent à émerger en France. Et la troisième technologie, on en a parlé ce matin, on en a parlé tout à l'heure, c'est le lien avec l'hydrogène, donc le power to gas, le fait de convertir une électricité, le power, vers le gaz, en disant qu'avec du carbone et 2 molécules d'hydrogène, C plus 2H2, on va pouvoir produire du biométhane, du méthane qu'on va injecter dans le réseau. Ça sous-entend donc
d'avoir une production, si possible, d'hydrogène renouvelable, autrement dit de l'électricité intermittente dont on n'a pas forcément d'usage, qu'on va combiner avec du carbone et injecter dans le réseau. J'aurais pu aussi mentionner le fait que l'hydrogène peut être injecté dans le réseau de gaz avec certaines limites. C'est des études qui existent déjà. Donc voilà, c'est un peu sur les pistes technologiques, les 3 pistes qui sont envisagées pour renforcer la durabilité des molécules de gaz qui aujourd'hui transitent dans le réseau. Voilà, cela dit, le constat qu'on peut faire, c'est que par rapport à ces différentes technologies, on peut avoir différentes difficultés en termes de déploiement. Déjà des difficultés en matière de surcoût, parce qu'entre la demande du client et la réalité de terrain, on peut avoir des écarts. Ça, c'est des constats, sans cibler qui que ce soit, hein, c'est des constats que l'on a régulièrement. On peut aussi avoir des systèmes qui sont sur le papier très vertueuses, mais qui vont recourir à beaucoup de ressources renouvelables, donc, ou de matières premières. Donc là, on va finalement avoir de la technologie qui va pas forcément aller dans une réflexion globale et donc gréver cette ambition de transition écologique. Et puis le dernier point, et ça aussi on le constate très souvent, hein, c'est qu'on va aller sur ce système innovant dont les conceptions sont parfaites, sauf qu'en matière d'ingénierie, en matière d'installation, en matière d'usage, on ne va pas forcément avoir une bonne compréhension de ces différentes chaînes, et puis on peut avoir des écarts entre ce qui était prévu et ce qui est effectivement conçu. Sans parler du fait qu'on va avoir aussi des problèmes électoraux, des problèmes dans le temps qui peuvent faire un écart entre ce qui est attendu par le territoire, ce qui est attendu des administrés et ce qui est effectivement déployé. Je pense qu'on a tous en tête des projets qui étaient sur le papier très vertueux, mais qui, quand ils se sont déployés, n'étaient pas aussi positifs qu'attendus. Bon, là, rapidement, hein, c'est, je pense, un schéma que tout le monde connaît. Hein. On a voulu concevoir une balançoire, en tout cas, c'était l'attente du client. Et puis, on a pu avoir différentes choses qui ont pu être pensées, définies, construites, pensées ou réalisées, facturées. Bref, ça, c'est le risque que la technologie peut nous apporter. Je suis loin de dire qu'il faut surtout pas passer par la technologie, en tout cas c'est surtout pas notre message RDF parce que sinon on se passera du gaz vert, mais en tout cas il faut penser à 2 fois avant de se jeter sur la technologie, c'est un peu le message. Et donc travailler sur la continuité, peut-être avec des nouveaux modèles juridiques, en tout cas intégrer les usagers. Donc GRDF, dans les projets Sud-Est, sur cette innovation ou sur cette volonté de transition à l'écologique, on va essayer d'apporter un soutien pour les projets d'aménagement, pour les projets de bâtiment, pour apporter une réponse ou en tout cas apporter une expertise sur les besoins qui soit la plus adaptée. Hein. Je pense qu'on sait qu'on est tous des consommateurs lambda, mais on a tous besoin de singularité dans nos projets, donc c'est ça que GRDF va essayer d'apporter. Son expertise sur les différentes briques projets pour que les projets soient les plus adaptés possibles aux usagers. Valoriser les ressources locales. Ça c'est assez simple quand on s'appuie sur le réseau de gaz. Autrement dit, on a un réseau qui permet de couvrir l'ensemble des territoires, qui permet de décentraliser les productions, de valoriser les ressources locales et puis d'apporter des ressources là où il n'y en a pas forcément. Hein. Sur PACA, la ressource de biométhane elle est relativement faible. Pourquoi ? Parce qu'en France, la majorité des ressources de gaz vert, c'est de l'agriculture. Et l'agriculture qu'on a sur PACA n'est pas très compatible, en tout cas elle n'est pas non plus très présente, mais elle n'est pas très compatible avec la production de gaz vert. Autrement dit, le réseau de gaz permet de décentraliser la production et de décentraliser la consommation. Donc c'est intéressant en ce sens. Et puis on a, je l'ai dit tout à l'heure, hein, avec GRDF, une expertise nationale qui est redescendue sur les territoires. Donc ça c'est une expertise qu'on va porter aux usagers finaux, aux collectivités qui, vous aussi je pense vous le constatez, n'ont pas toujours la connaissance des ambitions, des COP, des SCOT et des différents schémas qui peuvent être déployés sur le territoire et qui ont besoin de cette expertise pour leurs projets. Le réseau de gaz, je l'ai dit tout à l'heure, il est déjà amorti, donc c'est quand même une manière d'acheminer de l'énergie renouvelable sans dépenses supplémentaires pour la collectivité. Donc c'est un argument qui va être intéressant pour n'importe quel maître d'ouvrage du territoire. Et puis encore une fois, hein, les systèmes gaz sont des solutions matures, qui sont durables, qui ont un coût global intéressant, donc qui vont intéresser l'usager final, le maître d'ouvrage, notamment dans le logement social, mais aussi la collectivité, par rapport à cet investissement qui va être maîtrisé. Et puis tout à l'heure, ABB parlait de flexibilité, de maîtrise des données. On a cette historique-là qu'on essaie d'apporter aux collectivités dans le cadre du plan de relance ou d'autres schémas qui permettent
avec une bonne connaissance de ses usages, de se projeter sur ce que l'on souhaite ambitionner en matière d'amélioration de sa performance. Et puis plus spécifiquement, au niveau PACA, les difficultés qu'on va connaître, on va essayer d'y apporter des réponses. Donc on a, vous le savez aussi bien que moi, des problèmes de surchauffe estivale, des problèmes de foncier. On a à la fois de la précarité énergétique et à la fois de la demande de haut de gamme. Donc c'est des expertises, c'est des demandes, c'est encore une fois des besoins qui nécessitent d'une singularité dans les réponses qui sont apportées. Donc c'est là aussi des éléments sur lesquels on essaie d'apporter à notre niveau des éléments de réponse qui soient les plus adaptés possibles, à partir des données, comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir des solutions qui vont être déployées, et puis à partir de l'accompagnement du déploiement du gaz vert, donc à la fois sur la partie production. On n'est pas du tout en charge de la production, on est facilitateur. Sur PACA, il y a une association qui s'appelle Métasynergie qui accompagne le développement de la production de gaz vert par l'identification des ressources, par la définition du modèle économique et le lien avec les territoires. Donc ça, c'est un premier point, la partie production. Et sur la partie consommation, on ne va pas se substituer aux fournisseurs. Par contre, on accompagne la connaissance des moyens de consommer du gaz vert. Il existe des dispositifs qui aujourd'hui permettent dans le logement, en rénovation ou en neuf, de consommer des énergies renouvelables sans surcoût. Ça permet de valoriser le patrimoine, ça permet d'éviter de renforcer les réseaux, ça permet d'éviter de renforcer la pointe électrique en se disant qu'aujourd'hui, dans un logement, on a à peu près 11 000 kWh de besoin, la moitié c'est de l'électricité, donc avec ces nouveaux usages électriques de mobilité, peut-être que la balance elle va pencher, mais en tout cas, sur les 11 000 kWh moyens qu'on a dans un logement, 6 000 ça va être pour du thermique. Donc si ces 6 000 là, ils sont alimentés par du gaz vert, on évite de renforcer les réseaux, on préserve la dépense publique, on consomme du renouvelable, donc il y a un effet vertueux, et surtout on n'a pas de surcoût pour les usagers finaux, donc c'est quelque chose qui a du sens. Autrement dit, comment GRDF essaie d'accompagner l'innovation dans les territoires, c'est à la fois par la technologie, mais aussi par un apport de réponses qui soient les plus adaptés aux besoins que peuvent connaître les territoires, aux besoins des usagers, et apporter de la singularité dans les réponses qui sont apportées. Je crois que j'en ai terminé. Voilà, ça c'est un petit rappel. On va pas aller à contresens. On sait qu'aujourd'hui, on a un besoin de réduire les consommations. Donc, c'est pas un schéma qu'on a inventé chez GRDF. C'est un schéma que vous devez, je pense, connaître de Negawatt. La tendance, c'est de consommer malheureusement à la hausse. On ne parle pas de décroissance. Ici, on parle juste d'une meilleure maîtrise. Ça s'appuie sur 3 principes. D'abord, de la sobriété des usages. Donc ça, c'est en ça que la meilleure connaissance du fonctionnement des systèmes et de ses consommations passées que GRDF essaie d'apporter des éléments. Ensuite, sur la partie efficacité, on le sait, les systèmes gaz ont un rendement qui est très bon et très maîtrisé, à la fois en partie installation et en partie maintenance et en partie renouvellement des systèmes, avec par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, du low-tech, de la réversibilité, c'est-à-dire que on n'a pas besoin de changer l'ensemble du réseau d'alimentation de chauffage, on n'a pas besoin de changer l'ensemble du système. On parlait tout à l'heure de rétrofit sur les véhicules électriques, on peut envisager tout à fait la même chose sur les systèmes de distribution de gaz et d'alimentation. Et à la fin seulement alimenter avec du renouvelable. Donc je vous ai parlé tout à l'heure du scénario ADEME 2018 100% gaz vert. Il passe notamment par cette baisse des consommations de à peu près 1/3. Donc c'est quelque chose que GRDF accompagne, donc avec principalement ces 2 dernières briques. Voilà, j'en ai fini, je vous remercie pour votre attention. Merci Monsieur Carlioz pour cette intervention très complète, effectivement, sur la contribution du gaz à la transition énergétique et écologique, avec effectivement un point important sur la réduction de la consommation liée à une meilleure efficience de l'énergie. De ce côté-là, vous avez effectivement un know-how particulier. Par contre, il faut être entendu par les utilisateurs. Et il y a un très gros travail, naturellement, sur ce thème, pour faire en sorte que les gens, finalement, arrivent à se chauffer différemment, c'est-à-dire peut-être à moins haute température, et bien entendu de façon plus homogène, avec plus de confort, donc finalement plus d'isolation
plus d'isolation dans leur logement. Oui, effectivement, hein, on va dans le sens de la transition, donc on va réduire les besoins, on va les alimenter avec des énergies renouvelables, mais finalement, là, par rapport à votre remarque, on a la chance d'avoir des retours d'expérience qui vont dans notre sens. Donc, il y a effectivement des idées reçues sur la manière de se lancer, mais le constat est que quand on a des solutions gaz, en général, les retours sont positifs à la fois sur le confort, sur la facture et sur la durabilité des systèmes. Les surprises sont moins il y en a hein, malheureusement, hein, mais sont moins nombreuses que sur d'autres systèmes, ce qui fait qu'on a souvent des retours sur de l'innovation et on va se dire finalement on va aller sur un système robuste gaz qui va apporter qui va consommer du renouvelable, mais qui va apporter un système qui répondra aux attentes. Voilà. On le voit sur la RE 2020. Hein. Aujourd'hui, on a pu avoir la réglementation environnementale 2020. On a pu entendre des choses sur le gaz qui étaient fausses, en l'occurrence sur la fin du gaz. Sauf qu'on voit qu'on a, nous, côté réseau, de plus en plus de sollicitations, puisque les maîtres d'ouvrage savent faire avec le gaz. On a différentes échéances dans cette réglementation. Ils se rendent compte, les maîtres d'ouvrage, que jusqu'à 2025, le gaz pourra encore être valorisé. Et ils nous appuient pour qu'on puisse intégrer le gaz vert dans cette réglementation, puisqu'après, ils craignent les surcoûts que ça peut engendrer pour eux. Et la remarque est identique aussi pour les territoires qui craignent de devoir avoir des difficultés à gérer toutes ces difficultés de renforcement de réseau électrique notamment. Voilà. Alors que cette mixité gaz soulage cette crainte-là. Bien, alors, pour conclure finalement les interventions d'Ever, après donc je passerai la parole à M. Canaillet pour quelques mots au nom de la FNCCR et conclure ces 2 journées d'intervention. Donc on a souhaité effectivement que vous nous parliez de l'outil qui va être chargé de suivre la qualité de service de la mobilité électrique en France, à travers qui a été développée à travers la FIREV, votre association. Alors je vous donne la parole et vous allez nous en dire quelques mots. Voilà, je crois que c'est relativement important. On a beaucoup parlé de qualité. On a beaucoup parlé naturellement de développement de réseau au cours de ces 2 jours. On a parlé bien entendu d'autopartage, de technologies innovantes qui permettent d'améliorer bien entendu la mobilité sur le territoire. Mais il faut assurer un service auprès de nos citoyens et je pense qu'il est important qu'il y ait un organisme qui s'en occupe. Voilà, je vous laisse la parole. Voilà, vous avez votre première slide à l'écran, pas de problème. Voilà, c'est ça. Très bien. Donc, je suis président de l'Association française pour l'itinérance de la recherche électrique du véhicule. Les principaux acteurs concernés, c'est-à-dire les aménageurs. Parmi les aménageurs, bien sûr, les collectivités jouent un rôle très important et sont représentées dans notre association par la FNCCR. Et puis les opérateurs industriels et les usagers de la qui sont représentés par leurs associations. Donc nous sommes consacrés à faire marcher l'itinérance, c'est-à-dire la capacité pour un abonné chez un opérateur à utiliser les bornes de recharge de différents autres opérateurs au titre de son abonnement. Avec une facture en fin de mois, sur une compétition fixée par cet opérateur. Et donc c'est ça qu'il faut faire marcher, qu'il faut réussir pour rassurer les utilisateurs. Il faut que ce fonctionnement soit fluide et sûr, alors même qu'il met en jeu des relations entre acteurs différents. C'est assez complexe. Et donc nous avons en effet mis
SOP, qui est un programme d'amélioration continue de la qualité des services rendus aux utilisateurs dans ce contexte plus large de l'itinérance. Après, c'est placer cette initiative par rapport aux politiques qui sont déployées par les collectivités sur les territoires. Je réaffiche ici, était un vrai défi, qui est que aujourd'hui, la tendance que l'on voit émerger, c'est de voir des gros véhicules électriques à grande autonomie et des grandes rapidités de récupération d'énergie, donc de faire quelque chose qui ressemble le plus possible, alors même que ce n'est pas vraiment compatible avec les objectifs environnementaux de la substitution des véhicules électriques aux véhicules à pétrole. Et donc c'est un vrai défi, il faut réussir à cet égard les politiques publiques et les politiques publiques de répondre par les offres de montage de services et de mobilité. Finalement, éviter que l'on se retrouve avec autant de voitures électriques qui vient aujourd'hui de voitures à essence, qui finalement n'est pas une meilleure efficacité environnementale que ces voitures à essence. C'est bien le sujet. Et donc, c'est par rapport à ça que nous avons travaillé. Quand même, de quoi s'agit-il quand on parle de services de mobilité sur le territoire? Bien, une émergence de la part de ces opérateurs qui, de par la récente loi sur l'immobilité, la loi l'homme, se transforment en autorité organisatrice de mobilité. On parle maintenant plutôt de AOM plutôt que de AOT. Avant, les autorités locales étaient organisatrices des transports en commun. Bien, on va voir se substituer l'organisation unique sur les transports en commun, en réalité, une mobilisation pour que les habitants qui habitent sur le territoire et qui ont besoin de se déplacer puissent en fait le faire par le meilleur outil, notamment économique et environnemental, au concept de mobilité comme un service. Alors concrètement, comment ça se met en œuvre? Bien, d'abord, vous voyez entouré par le cercle aplati, que l'on a une fournisseur de services, fournisseur de solutions de mobilité, qui fournissent les moyens de se déplacer aux utilisateurs. Et ces moyens de se déplacer, par cela, il y a notamment les véhicules électriques, mais aussi d'autres véhicules économiques, les véhicules en microservices, et puis aussi d'autres solutions de déplacement, comme les transports en commun, bien entendu, etc. Et donc, tout ceci doit être combiné pour offrir aux utilisateurs la meilleure solution pour se déplacer d'un point A à un point B de manière à la fois pratique et la plus éco-environnementale possible, y compris bien sûr sur le plan de l'énergie. Donc, il faut des opérateurs de services en charge, notamment essentiellement et en amont du fonctionnement de l'énergie, les opérateurs de réseau de distribution qui apportent ces véhicules utilisés dans ce pays. Alors, cette organisation qui met en relation les fournisseurs de solutions, les objets permettant de se déplacer, les opérateurs en charge, etc., prend le nom de plateforme de mobilité de services. En anglais, ça fait MAS, mobilité de services, que l'on commence à voir la mise en place dans certains grands territoires aujourd'hui, plus ou moins d'ailleurs, plus ou moins là. Mais globalement, évidemment, tout ceci doit se faire avec une gouvernance qui veille à la performance globale de tout ça. Donc, les autorités organisatrices de mobilité doivent avoir une vision doit être une performance globale que l'on peut décomposer en trois pavés. Vous voyez, qui est d'abord
d'abord, évidemment, ce que l'on veut faire. Il s'agit de satisfaire les besoins de transport, de développement, de déplacement par les politiques de services adaptées à ces besoins. Qui vise aussi, bien sûr, à une réduction des externalités de ces déplacements, notamment c'était les encombrements et la pollution, pouvoir réduire comme externalités qui sont aujourd'hui gênantes dans la vie collective, dans les agglomérations, des territoires particulièrement denses. Et puis, bien entendu, aussi de viser la meilleure sobriété en ressources, qu'il s'agisse d'énergie ou de matière. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut réussir. Comment le réussir? Eh bien, c'est effectivement mettant en œuvre non plus une solution unique par personne, mais bien la multimodalité des déplacements à travers des services qui mettent en œuvre différentes solutions possibles pour se déplacer. Et en même temps, en organisant ce marché de services, ces acteurs qui vont conduire à ces services, en organisant un interopérabilité entre eux pour que ce marché soit ouvert, compétitif bien sûr, mais aussi performant et par exemple permettre l'émergence de l'économie de partage. Par le fait même qu'on ait finalement un contenu de compétences et de ressources différentes, mais qui convergent vers le déplacement adéquat qu'on a besoin. Et tout ceci, évidemment, s'associe d'un développement considérable digital pour faire marcher tout ça, y compris pour permettre aussi de fournir des informations adéquates aux utilisateurs et de permettre aussi le partage des données entre les différents acteurs qui doivent coopérer dans des temps de compétiteurs pour finalement réussir la performance globale de la communauté sur le territoire. Et tout ceci, bien sûr, doit se compléter d'un troisième pas qui est nécessaire, qui est celui des mesures et du contrôle pour vérifier qu'effectivement l'outil fonctionne bien conformément aux objectifs collectifs, qu'il s'agisse de consommation de ressources, de coûts, de prix pour les utilisateurs, etc., qu'il s'agisse de qualité des services qui sont attendus et pour savoir s'ils sont au rendez-vous, et finalement, il s'agit de vérifier la satisfaction des utilisateurs et de faire en sorte qu'effectivement, il n'est plus forcément la passion exclusive de leur véhicule personnel, mais qu'ils puissent effectivement répondre à leurs besoins, trouver les bonnes réponses à leurs besoins. Dans cette solution est plus diversifiée. Alors, l'intervention que nous faisons au sein de la FIREP, notamment sur l'impulsion de la FSSR, qui est représentant de ces enjeux par son rôle politique. Et donc, il s'agit en fait de faire en sorte que cette conjonction et coopération d'acteurs qui travaillent seulement en même temps des concurrents entre eux approfondissent le service voulu dans le travail établi de la performance voulue. Donc ça s'appuie sur une démarche collective qui repose sur deux volets. Un volet observatoire de la situation de la qualité, alors en l'occurrence dans notre compétence, c'est de la mobilité électrique, notamment la capacité de la recharge en utilisant les réseaux de recharge publique, et puis d'avoir un deuxième pied complémentaire de l'observatoire. Observer c'est bien, mesurer c'est bien, mais il faut aussi agir et corriger les anomalies. Donc, mettre sur pied une liste de mesures de manière qui soit de nature à prévenir les anomalies constatées et à les faire se corriger progressivement. Alors, l'observatoire, nous l'avons mis en route l'année dernière, comme d'ailleurs les mesures alternatives qui sont publiées sur notre site. Donc, les premiers résultats sur tous les tirs de l'observatoire ont été publiés au début de
Hein? La vertu de cet observatoire, c'est de ne pas se contenter d'écouter les réseaux sociaux ou de fouiller dans les différentes manifestations des réseaux sociaux pour pouvoir observer comment chacun a vécu des contre-références, mais bien de pouvoir mesurer objectivement la qualité des réseaux de recharge, ainsi que de mesurer la qualité conçue par l'utilisateur avec des enquêtes interrogées. Alors, le résultat, c'est accessible sur le site dédié à Firel, qui est par l'adresse visuelle. Les principaux résultats sont résumés là, je ne vais pas prendre trop de temps, vous avez plus de détails dans le site. Mais ce qu'on peut dire d'abord, c'est que l'on retrouve les observatoires de la jeunesse de ce marché qui se traduit notamment par le fait que près d'un tiers des utilisateurs que nous avons interrogés ont un véhicule depuis moins d'un an. Donc ça traduit bien le fait que c'est une proportion importante, c'est parce qu'en fait on a aujourd'hui un marché du véhicule électrique qui est en train d'entrer en déflagration et de s'étendre vers le marché de masse. C'est tout à fait autre chose que ce qui a pu être vécu dans les années antérieures, où nous avions essentiellement affaire à des passionnés, des gens, des geeks. Là maintenant, il va falloir attaquer le marché de masse. Du coup, la qualité des services sur ce marché de masse doit être parfaitement adaptée beaucoup plus que dans les premières années de fonctionnement. Alors, il faut dire aussi que cette confirme l'intérêt des réseaux d'accessibilité publique, puisque effectivement, près de 9 utilisateurs sur 10 ont déjà utilisé le service de recharge publique. Je rappelle que le principe, c'est qu'on recharge pour l'essentiel son véhicule chez soi, mais néanmoins, chez soi, néanmoins, ça n'est pas tout possible, notamment parce qu'on n'a pas forcément une place de stationnement chez soi, et donc, de fait, il y a bien fort besoin d'une utilisation des bords de recharge accessibles. Alors, on serait même évidemment assez clair. Nous ne sommes pas dans la maturité du marché de services comme nous l'espérons devenir dans les prochaines années, c'est-à-dire qu'il y a quand même un taux relativement élevé d'anomalies, d'insatisfaction qui sont traduites par le fait que près de 10% du parc installé s'est révélé disponible 7 jours sur l'année 2020, que 85% des utilisateurs de fait disent avoir rencontré une borne ici à il y a également des contre-références sur les recharges locales, puisque une recharge sur 4 a été considérée comme non réussie par les utilisateurs étrangers, que ce soit parce qu'ils n'ont pas réussi à se brancher, à charger, ou parce que la recharge ne s'est pas passée comme il s'attendait, ou parce qu'ils n'ont pas pu débrancher leur câble à la fin de la recharge, par exemple. Et donc, il y a aujourd'hui un taux qui est encore assez élevé, relativement élevé, d'anonymes électro-optiques. Nous avons aussi interrogé les utilisateurs sur leur vécu en termes de facturation, de paiement de charge, et en général, ça se passe plutôt bien, néanmoins, on constate qu'il y a assez élevé, pratiquement la moitié des utilisateurs qui émettent une réclamation, une interrogation auprès de leur opérateur parce qu'ils ne comprennent pas bien leur facture ou qu'ils ne discutent des journalistes. Et donc, cela traduit bien aussi quelque chose que l'on sait exister, c'est-à-dire difficulté sur les tarifs, la compréhension des tarifs par les utilisateurs, pour savoir à l'avance ce qu'on va faire. Mais enfin, le dernier point que nous avons également interrogé,
c'est justement la relation avec les opérateurs au travers de centrales téléphoniques et de la plateforme téléphonique. La moitié des utilisateurs ont effectivement utilisé la plateforme téléphonique et un utilisateur sur 3 explique une insatisfaction sur un critère ou l'autre. Ça peut être le temps est long avant d'avoir la réponse, ou que la réponse ne les a pas satisfaits, etc. Donc, voilà, donc vous voyez que dans ce premier observatoire de la qualité que nous allons réaliser évidemment cette année, reparti depuis 2021, les personnes en train de parler, il est évidemment important d'avoir cette mesure de la qualité qui permet de savoir objectivement où on est, d'avoir une vision qui soit plus cernée, plus exploitable de la synthétique des réseaux sociaux pour pouvoir ensuite effectivement adapter les mesures collectives. Et notamment, ce que nous faisons, c'est que nous publions sur notre site des listes de checklists en fait, à l'attention des interrogeurs, à l'attention des interrogeurs, pour leur rappeler les points auxquels ils devront faire attention lorsqu'ils reçoivent un patient de retard, lorsqu'ils l'exploitent, lorsqu'ils produisent des services, lorsqu'ils ont des relations avec les clients, pour qu'effectivement, finalement, on anticipe mieux que l'on progresser le niveau de qualité vers des niveaux de qualité qui devraient être logiquement équivalents à ceux des industries de services matures, que ce soit dans les transports, dans la téléphonie, dans l'énergie. Là, nous sommes dans le démarrage de ce démarrage de ce marché de masse. C'est normal que ces cas-là se lèvent. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire et vous expliquer en positionnant cette initiative de la filière dans le cadre plus général de l'objectif politique et territorial qui est à. Merci Monsieur Bernard pour votre intervention. Je pense qu'on a effectivement bien compris votre message et finalement l'amélioration permanente que vous permettez de générer par l'étude justement de l'utilisateur et le retour auprès des organisateurs de la mobilité. On voit bien qu'on est effectivement à travers ces 2 jours, on est dans une trajectoire vers une mobilité plus efficace. On voit apparaître des tarifications qui sont effectivement plus adaptées. On commence à parler d'équilibre économique. Donc ça, c'est intéressant et c'est assez nouveau. On n'en parlait pas effectivement au cours des années précédentes. Ce qui est vrai pour la mobilité, naturellement, sur d'autres sujets qui ont été évoqués au cours de ces 2 jours, je ne vais pas bien entendu les résumer, ça serait trop long. Il y a eu pratiquement une 30aine d'intervenants, plus d'autres tables rondes qui se sont succédées, donc une matière très riche auquel on pourra avoir accès par l'intermédiaire d'une plateforme qui sera mise à disposition par l'organisation d'Ever, donc je pense dans les jours ou les semaines à venir. Voilà. Donc en tout cas, je vous remercie de votre participation et je vais donc remercier, bien entendu, avant de laisser la parole à M. Canaillet. Donc je vais remercier, bien entendu, les parrains de ces tables rondes que sont sous l'égide de l'Association internationale des économistes de l'énergie, de l'AVER France, de la FNCCR, bien évidemment, avec laquelle nous avons organisé ce programme depuis plusieurs mois, et de la Chambre de commerce donc Nice-Côte d'Azur. Donc je pense qu'effectivement, on a apporté cette année beaucoup d'informations intéressantes qu'il va falloir un peu digérer. Bien entendu, je ne parle pas de l'intervention particulière de M. Bertrand Picard, donc à Monaco, sur les 1000 plus solutions qui permettent demain d'être plus vertueux en matière d'énergie et d'environnement et de changer les modèles. Voilà, donc en tout cas, c'était fort intéressant et je remercie donc en votre nom et au nom de tous.
donc de tous les intervenants qui ont participé à ces journées, à ces conférences débats. Donc, et on espère vous retrouver bien entendu l'année prochaine. Je vais passer la parole à M. Canaillet qui va dire quelques mots au nom de la FNCCR. Merci. Bonjour Monsieur Bernard. Roland Canaillet, je suis le président du syndicat d'électrification du Gard et vice-président de la FNCCR. Voilà, notre vice-président, M. Jean-Luc Dupont, devait clôturer ces journées. Nous, la FNCCR, sommes très sensibles. Vous en avez parlé, M. Bernard, de la FNCCR. Notre président, Xavier Penta, et également son vice-président délégué, Guy Ourkabi, travaillons dessus et essayons. On est très mobilisés chaque fois pour cette transition énergétique, cette mobilité, puisque nous, dans notre fédération, nous avons des représentants de l'Assemblée nationale et également des représentants du Sénat. Et nous essayons chaque fois d'essayer d'avoir des amendements pour que la mobilité soit réussie dans notre territoire, comme tous les départements adhèrent à la FNCCR. Donc nous sommes très sensibles à cette mobilité. Donc la première compétence de la FNCCR et des syndicats, c'était l'électricité dans le rural. Petit à petit, l'électricité dans le rural s'est améliorée. Et maintenant, il faut trouver un autre système d'électricité et voir avec les déplacements sur nos routes avec les véhicules électriques. Et même nous, le département étant au bord de la Méditerranée, nous avons comme port le Grau-du-Roi. Et nous travaillons sur une navette maritime à hydrogène qui ferait entre le Grau-du-Roi, la Grande Motte, pour essayer d'innover là-dedans. Mais la transition au niveau hydrogène, il faudra beaucoup d'électricité, il faut beaucoup d'eau. Donc c'est quand même un travail important aussi dans ce système de mobilité. Donc pour le moment, nous sommes beaucoup investis sur les véhicules électriques et avec les bornes de recharge. Nous sommes, sur un département, nous avons installé 156 bornes sur le territoire du département et 1000 sur le territoire de notre région, l'Occitanie. Voilà, et sachez que la fédération, la FN sera toujours à côté de ces manifestations comme EVR, que je remercie beaucoup de nous avoir invités et participé à ces réunions et à cette manifestation. Merci beaucoup. Merci. On vous donne rendez-vous à l'année prochaine. Voilà. Merci à tous. Bonne soirée à vous.